pour ou contre la burqa. Alors j'accueille nos deux invités ce soir. Alors on a Fathia Boyer, merci Fathia d'être là, présidente de l'association Ni pute ni soumise en Seine-Maritime, et vous êtes musulmane. Et pour la burqa, on le voit, c'est Mélissa. Voilà, merci d'être là en tout cas. Merci beaucoup. Alors, je vous le dis, ce débat, bien sûr, tout le monde en parle. Et c'est vrai qu'avec cette résolution de l'ONU, on en parle encore plus. Alors, pour ou contre la burqa, on vous a demandé votre avis. Alors, vous vivez au quotidien avec la burqa depuis maintenant 2 ans, c'est ça, hein? 2 ans. Alors, pourquoi vous avez choisi déjà de porter la burqa? Je connais pas. C'est un choix personnel. Parce que je me suis... Après, vous vous sentez plus à l'aise? Plus à l'aise, oui. Voilà. Vous portiez seulement le voile avant? Seulement le voile, oui. Exactement. Et la burqa, vous dites, elle me permet d'être moi-même. Oui, exactement. Ça vous permet aussi, vous dites, d'éviter le harcèlement. Exactement. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec la police? Est-ce que vous pouvez sortir comme ça aujourd'hui sans... Non, je ne peux pas. Je me suis fait arrêter 30 fois. 30 fois. Donc, vous avez payé 7 amendes de 180 euros. Oui. Et quand on vous demande de montrer votre visage, qu'est-ce que vous faites? Vous les montrez qu'à des policiers? Oui. Mais il faut qu'elle soit une femme. Mais donc, vous ne pouvez pas sortir de chez vous? Ben non. Donc, c'est quand même compliqué comme vie. Compliqué. Et des fois, quand je sors, je ne le porte pas. Surtout quand j'ai des rendez-vous personnels ou administratifs. Est-ce que vous êtes heureuse comme ça? Avec le niqab, oui. C'est vrai? Oui. Parce qu'avant, vous portiez que le voile, vous pouviez... Non, mais avec le niqab, je me sens plus à l'aise. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux et celles qui disent que c'est un acte de soumission? Qu'est-ce que vous dites? Bah, je dis que non, c'est pas vrai. C'est un choix personnel et on est libre. Est-ce que vous comprenez que le port de la burqa, bon, même si maintenant c'est remis en cause par l'ONU, mais c'est interdit en France, est-ce que vous comprenez que ce soit interdit ou bien vous dites non, je ne comprends pas pourquoi? Oui, je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est un choix personnel. Je suis libre, c'est ma liberté. Vous vous dites quoi? Vous dites vous faites de mal à personne? Bien sûr, je fais de mal à personne. Je suis comme vous, je veux une vie normale. Donc vous ne comprenez pas que ce soit interdit? C'est pas normal. Alors justement, on va en parler bien sûr avec Fathia Boyer, qui est donc, je vous l'ai dit, présidente de l'association Ni pute ni soumise. Elle va nous donner son avis dans un instant. J'aimerais d'abord faire un tour de table et que vous réagissiez. #balance ton poste. Alors, Éric Nolot, vous êtes contre? D'abord, il faut juste rappeler que l'avis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'a aucune valeur contraignante. Oui. Donc, ce n'est pas ça qui va remettre en cause la situation française. Ensuite, il y a un deuxième point très important, c'est que le port de la burqa et du niqab n'est pas interdit en tant que signe ostentatoire de radicalité. Il est interdit pour des raisons de sécurité. On estime qu'on doit avoir le visage découvert dans l'espace public. D'ailleurs, il y a eu un retournement, on l'a évoqué presque la semaine dernière, le braqueur multirécidiviste, Redouane Faïd, a été pris sous une burqa, il se dissimulait sous une burqa. Donc une fois qu'on a dit ça, on retombe sur le problème philosophique qu'a évoqué Madame, c'est qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il y a des pays où c'est obligatoire. Il y a une police religieuse qui passe dans les rues et qui oblige les femmes à revêtir des costumes traditionnels et islamiques. Mais qu'est-ce qu'on répond à une femme qui vous dit « c'est mon choix » ? Et à côté, vous avez une femme qui est par exemple fashion victime, qui aborde tous les modes. Vous lui dites vous êtes une victime de la mode, elle vous dit non, c'est mon choix aussi. Philosophiquement, on n'a pas réussi à articuler de réponse à ça, à faire une réponse. Et on a trouvé un petit tour de passe-passe en disant non, c'est pour des raisons de sécurité. Mais au fond, sur une base religieuse, je pense que ce serait très difficile d'interdire le niqab et la burqa en France. Moi, je le déplore parce qu'à titre personnel, dans un monde idéal, selon moi, les femmes iraient dévoilées. Et voilà. Bernard Laporte, vous êtes contre? Oui, je suis contre. Moi, ça me gêne parce que quand je parle à cette dame, par exemple, je ne suis pas à l'aise. Ouais. Des choses comme elles sont. Voilà, je ne la vois pas. Ça me gêne. Et puis, vous ne savez pas exactement. Comment vous positionnez? Je comprends tout à fait. J'accepte totalement sa différence et surtout ses explications. Mais qu'elle comprenne que moi, ça me gêne. Voilà. Et puis, je vais vous dire, un gamin qui sort de l'école de rugby, par exemple, c'est votre fils. Alors lui, il est que dans l'école de rugby. Oui, exactement. Je mets en avant le rugby. Je ne parle pas de l'école, je parle de l'école de rugby. Mais si vous voulez chercher votre fils, mais je ne sais pas si vous êtes véritablement la maman ou pas, la maman de ce gamin, si je ne vous vois pas. Et je vais dire à ce gamin, mais tu t'en vas, mais surtout pas. Oui, mais là, tu retombes sur les questions de sécurité. Oui, c'est ça. Exactement. Sur les questions mais on est d'accord, c'est pour ça que c'est très, très, très compliqué. Donc on est toujours... je vous dis sincèrement, c'est pour cette raison que moi, je suis contre. On est toujours... Il a raison, Éric Nolot. Pour l'instant,
ce qui ressort le plus, c'est pour des questions de sécurité. On l'a vu, il a dit la semaine dernière avec Redouane Faïd, qui s'est servi de ça aussi pour passer incognito. Vous, Éric Revel, pourquoi vous êtes contre? Alors moi, je suis totalement contre parce qu'on est dans un pays de tradition judéo-chrétienne. J'estime qu'une république laïque qui ne fait aucun cas d'aucune religion n'a pas à tolérer le fait que des femmes se voilent et marchent ainsi sur la voie publique. Et je rajouterai quelque chose, pour rebondir sur ce que disait Éric. Redouane Faïd, il s'est déguisé en femme voilée pour passer inaperçu en France. Qu'est-ce que ça veut dire que d'imaginer de se déguiser en femme voilée pour passer inaperçu en France? Ça veut dire que le mode traditionnel de notre pays, c'est maintenant d'être voilé pour passer inaperçu. C'est un vrai sujet. J'en fais pas un sujet polémique ni un sujet politique, mais c'est un sujet central. Alors, Ramous. Alors moi, personnellement, je suis totalement contre. Donc pour la simple et bonne raison que j'ai envie de savoir avec qui je prends l'ascenseur. Et que, secondo, quand j'ai posé la question à mon papa qui est né dans les années 60 en Tunisie, je lui ai posé la question, est-ce que tu avais déjà vu ça avant? Ou est-ce que c'était Il m'a répondu que c'est un phénomène qui est venu beaucoup plus tard. Ça fait quelques années que je ne vais pas dire c'est une mode, mais c'est tendance. Et que ça n'a absolument rien à voir en vérité avec la religion. Donc pour moi, je suis contre. Et pour moi, en plus, pour remonter sur ce qu'ont dit mes collègues, c'est question de sécurité et ça n'a rien à voir avec la religion. Et je pense qu'on peut être voilé tout simplement et être très heureuse. Karim Zeribi. Moi, je suis catastrophé qu'on laisse entendre ce soir que c'est une prescription qui viendrait du Coran. Je suis catastrophé parce qu'il n'y a rien de ça dans le Coran. Oui, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Et on laisse entendre que la religion musulmane, une fois de plus, c'est la négation de la femme, c'est la soumission, plein de fantasmes derrière qu'on continue d'alimenter. Je suis désolé de vous le dire. Moi, ce que je regrette à la télé française, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin d'avoir un éclairage sur la religion musulmane, on fait venir soit des gens qui ne savent pas s'exprimer en français, soit des gens, on dirait, qui viennent du bled, qui sont des clandestins. Il n'y a pas un érudit français de confession musulmane qui est invité régulièrement à la télé. Galen Benchek, qui fait l'émission Vivre l'Islam, tous les dimanches matins, qui est un intellectuel. Il y avait Malek Chebel qui est mort. Je vous dis qu'aujourd'hui, ce dont on manque, c'est d'un éclairage de gens qui ont une connaissance de l'islam véritable et pas une connaissance de l'islam par tradition. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que la burqa est sortie. Elle est sortie où? En Afghanistan. Elle est interdite, la fabrication de la burqa au Maroc. Elle est interdite dans l'extrême nord du Cameroun parce qu'il y a eu des attentats. Elle est interdite au Sénégal. Elle est interdite en Bulgarie. Elle est interdite en Autriche. Il n'y a pas que la France qui interdit la burqa. Allez pas nous faire croire que la France mène une guerre contre la religion musulmane au nom de la burqa. Ça n'a rien de musulman, la burqa. Alors, je veux qu'on le dise haut et fort. Agathe Pro, vous êtes pour? Je suis pour la liberté individuelle, tout simplement. Je suis pour la liberté de choix. Je suis pour que toutes les femmes choisissent de se vêtir ou non. Et la liberté de se vêtir et la liberté de la femme, ce n'est pas le droit d'être à poil. C'est le droit d'être libre, de s'habiller comme on veut, point barre. Deuxième chose, je suis contre la diabolisation et la politisation de ce bout de tissu pour servir des discours nauséabonds, effectivement, qui mettent dans le même sac la religion, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et je suis heureuse que madame, vous soyez là ce soir, parce qu'on a tendance à parler au nom de ces femmes et à les mettre dans la catégorie de la victime contrainte, forcée, soumise. Non, mais c'est pas tout à fait exact. Mais ça existe quand même. Oui, mais... Ça existe, mais pour cette dame, c'est un choix, oui, mais c'est une conviction. Il y a une part de provocation de certains milieux radicaux qui utilisent ça dans la limite de la loi. Mais ces femmes qui s'habillent là, c'est pas pour te provoquer. Moi, elle ne me met pas du tout mal à l'aise. Je la croise dans la rue, je suis pas mal à l'aise et je pense pas... Cette dame menace le vivre ensemble et cette dame menace l'ordre public. Alors, pas du tout. Pas un seul instant, je me pense. Attendez, la Cour européenne des droits de l'homme a tranché, je le rappelle, 2 fois, puisqu'elle a validé l'interdiction du port du voile intégral en Europe et en France. Elle a tranché. On peut se foutre du comité des droits de l'homme de l'ONU qui n'a aucun pouvoir contraignant, mais la Cour européenne des droits de l'homme a tranché, le sujet est tranché. Avant de donner la parole à Fathia Boyer, donc présidente de l'association Ni Putes Ni Soumises, qui est farouchement contre, Christine Kelly. Je voulais dire qu'effectivement, la Cour européenne des droits de l'homme l'a validé 2 fois, que le comité n'a aucun pouvoir. Je le répète, mais c'est important de le dire parce que là, ça fait un buzz pas possible. Oui, mais c'est l'ONU qui dit, mais c'est avec le comité n'a aucun pouvoir, mais bon, mine de rien, c'est déjà un premier pavé dans la mare. Donc, 11 octobre 2010, lorsqu'on a voté cette loi pour la non-dissimulation du visage, c'est une loi. Il faut la respecter. On la respecte. C'est une loi sécuritaire. Une loi sécuritaire. Il faut la respecter, la loi. Et dernier point, quand j'étais jeune, il y a très longtemps, j'étais hôtesse de l'air, pas longtemps. Non, pas du tout. Oui, et je suis allée à Jeddah, en Arabie Saoudite, et je vais vous dire, on a été même pas, à chaque fois qu'on était hôtesse de l'air, interdiction de sourire
aux gens. Interdiction de regarder les hommes dans les yeux. Il faut s'asseoir dans le fond, dans le bus. Il ne faut pas sortir comme on est. Il faut jeter tous les parfums qui ont de l'alcool. Il fallait les jeter. Oui, Agathe, sortir. Je finis de parler de mon expérience et j'ai tout respecté. Il fallait sortir. Quand on sortait de l'hôtel, à l'hôtel on pouvait rester comme je veux dire, moi j'étais steward, je suis allé en Espagne, et ben j'ai dû manger que de la tomate mozzarella aussi. Hein. Non, mais je vous le dis. Non, mais et on devait sortir avec une robe, couvrir les chevilles, et j'avais des collègues hôtesses de l'air britanniques qui étaient en prison religieuse parce qu'elles n'avaient pas couvert leurs chevilles. Donc moi je suis pour le respect des textes en Arabie Saoudite et le respect des textes en France. Alors, Fathia Boyer, vous êtes contre. Bien sûr. Donc vous êtes, je vous l'ai dit, présidente de l'association Ni pute ni soumise en Seine-Maritime et vous êtes musulmane. Tout à fait. Dites-nous quelle est votre position et pourquoi. Déjà, dans un premier temps, moi je trouve que ce débat ne devrait pas avoir lieu puisque la loi était déjà votée. Ouais. Dans un premier temps. Alors oui, mais on voit que Mélissa, elle continue à vivre comme ça. Et voilà. C'est l'affaire de l'ONU qui a relancé, malgré le côté artificiel de la chose. Logiquement, la loi a été votée. Normalement, ça ne devrait pas exister. Et ce que je dis, c'est un suicidaire social en ce qui nous concerne ici en France. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, toutes ces femmes qui portent la burqa, quel est le bien-être qu'elle leur apporte. Et dans un sens, il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que ce vêtement fait partie du Coran ou religieux. Il n'y a rien. Alors ça veut dire que, et si vous me permettez, madame, ça veut dire que vous qui portez la burqa, vous êtes plus religieuse que moi je le suis. Mais pas du tout. Alors, Mélissa. Oui, et c'est pas obligatoire dans l'islam. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est un choix. Et moi, je me sens à l'aise comme ça. Vous, Mélissa, vous nous avez dit que vous êtes heureuse comme ça. Oui. Même si vous ne pouvez pas sortir, tout ça, vous êtes heureuse quand même. Bah, comment je vous respecte. Je vous respecte, mais on rétrograde la femme, madame. Dans des pays, en Syrie et dans d'autres pays, les femmes se battent pour pouvoir être libres, ne rien porter sur la tête. Bah moi, elle veut être libre de porter ce qu'elle veut. C'est incroyable. Et vous, en France, malheureusement, la loi a été votée et vous portez et alors en France, je suis un citoyen et mon toit, c'est le ciel. Pour moi, c'est la mort que vous portez, madame. C'est la mort que vous portez sur vous-même. Je suis libre. Je suis libre. Laissez-la, Mélissa, s'il vous plaît. Parce que moi, s'il vous plaît, Fathia, laissez-la vous répondre. Mélissa. Voilà, moi, je suis libre. C'est ma liberté. Il n'y a personne qui pourra par exemple, comme vous ne pouvez pas me le dire comment je m'habille, comme moi, je ne peux pas le dire ça. Est-ce que vous acceptez que si je viens je dire non, il ne faut pas habiller comme ça, il faut mettre ça. Non, vous n'avez pas accepté ça. Donc, moi j'ai envie. Mais Mélissa, Karim Zeribi, vous portez cette burqa, vous ne la portez pas au nom de l'islam, puisque ça n'est pas dans le Coran. Vous la portez parce que vous avez envie de la porter. C'est obligatoire, oui. Parce que vous avez envie de la porter. Ça n'a rien à voir avec l'islam, mais vous avez envie de vous habiller comme ça. Mais non, c'est un choix. Pourquoi ? Vous vous sentez bien comme ça ? Je me sens à l'aise, oui. Pourquoi ? Vous avez été victime de harcèlement quand vous étiez... Oui. C'est ça qui vous a choqué, qui vous a fait prendre cette décision ? Dans ce cas-là, toutes les femmes qui sont harcelées, elles devront être toutes comme vous, madame. Mais vous n'avez pas le droit de me juger. Mais je ne vous juge pas. Je voudrais essayer de vous comprendre. Je voudrais essayer de vous comprendre, madame, tout simplement. Je suis libre, c'est ma liberté. Mais Mélissa, pardon. Oui. Si vous avez été harcelée, il y a des lois de la République qui protègent contre le harcèlement des femmes, notamment dans la rue. On a vu des exemples. Pardon, mais vous n'avez pas à mettre ce voile pour éviter le harcèlement. Vous avez des lois de la République qui permettent de lutter. Si, vous nous avez expliqué que vous étiez harcelé et que c'est pour ça que vous vous cachez. Pardon, la République française prévoit des lois. S'il vous plaît. On a parlé avec Mélissa, c'est son choix. Et Mélissa même, elle accepte de payer l'amende. On a par exemple, retrouvé les images des 2 premières femmes à avoir subi l'amende. Et c'est vrai que vous avez payé donc 7 fois l'amende en France. Regardez. Les 2 femmes ont été condamnées respectivement à 80 et 120 € d'amende. Une première en France depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le port du voile intégral le 11 avril dernier. Une condamnation qu'elles attendaient avec impatience. Très satisfaite. Enfin, on va pouvoir faire les recours nécessaires pour saisir la Cour européenne et annuler cette loi qui est une loi de toute façon illégale. La très médiatique Kenza Drider a profité de l'occasion pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Il faudra maintenant qu'elle obtienne les 500 signatures nécessaires. Alors, vous réagissez en étant direct, bien sûr, dans BTP pour ou contre la burqa. Il y a Mélissa qui est là. La Cour européenne, déjà, qu'elle a saisie, a donné raison à la loi française. Il faut le dire. Deuxièmement, pourquoi ça me gêne et pourquoi je suis archi contre ? Parce que ça ouvre la boîte de Pandore à une forme de confusion entre la burqa et le voile classique. Or, le voile classique, je suis désolé de le dire, dans les 3 religions monothéistes,
les femmes croyantes portent le voile. Peuvent le porter, le portent. Oui. Et là, en l'occurrence, je pense que ça ne doit gêner personne à partir du moment où c'est le libre choix de la femme. Les sœurs catholiques portent le voile. Les sœurs juives portent le voile. Des sœurs musulmanes peuvent le porter. Mais là, non, la réalité... C'est quand même interdit certains endroits en France. Cyril, cette égalité de traitement, vous avez raison. Cette équité dans l'analyse, on doit la maintenir en France. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. Je pense aujourd'hui qu'on a tendance, avec le sujet de la burqa, qui nous pollue le débat, à faire une confusion déjà. Éric Nolot. Mais Mélissa, tout à l'heure, elle a dit une phrase, vous ne l'avez pas tout à fait terminée, mais vous avez touché le point sensible. En fait, pour vous placez la loi de Dieu telle que vous l'entendez, parce que ce n'est pas la loi de l'islam, au-dessus des lois de la République française. En fait, c'est ça, votre choix. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas seulement le harcèlement, mais vous avez commencé une phrase, il y a d'abord le harcèlement, et vous placez la loi du ciel au-dessus de la loi de la terre. La loi de la terre, c'est la loi de la République. On n'est pas obligé de porter le niqab. Et pourquoi vous avez dit le choix? Oui, mais c'est la religion telle que vous l'entendez. Non. Elle te dit que c'est pas la religion. Ne lui fais pas dire que c'est la religion. La religion, déjà, le très important, c'est le comportement. Et il faut distinguer les gens d'après leur qualité. C'est vrai. Moi, je vois les choses comme ça. Tout à fait. Moi, je ne juge pas les gens comme ça. Moi, ça ne me gêne pas. Si je vois quelqu'un, soit une femme, elle porte le niqab ou elle porte un short, pour moi, c'est pareil. Merci. Moi, je respecte. Mais Mélissa, j'ai une petite question. S'il vous plaît. C'est une loi illégale. S'il vous plaît, j'ai une petite question pour Mélissa. Mélissa, est-ce que vous comprenez que pour des raisons de sécurité, voilà, est-ce que ça vous le comprenez qu'on puisse interdire le port de la burqa en France pour des questions de sécurité? Est-ce que vous comprenez ça ou est-ce que vous dites non, c'est n'importe quoi? Ça j'ai bien compris, je suis d'accord avec vous, mais je voulais savoir juste un truc. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il n'a pas une cagoule, la burqa, c'est-à-dire il ne pourra pas faire de mal. Non. C'est-à-dire tous ces attentats qu'ils ont faits, c'est des gens qui... L'inverse n'est pas vrai. Non, mais l'inverse n'est pas vrai. Mais on peut comprendre qu'on doit voir, on doit voir le visage de la personne, on doit pouvoir voir ce qu'elle porte sur elle. Le sentiment de dissimulation est quand même plus fort quand on ne sait pas à qui on a affaire que quand on sait à qui on a affaire. Pourquoi Redan Faïd, il a mis une burqa? Pour pas qu'on le reconnaisse. Donc un terroriste, il a quand même pas envie d'être reconnu. Donc je dis pas que toutes les femmes qui posent des burqas sont des terroristes potentiels. Je dis que notre pays a décidé, pour nous protéger, de faire en sorte que la burqa ne soit pas autorisée pour des questions de sécurité. Respectez la loi, Mélissa. Respectez la loi. Moi, je respecte. Mélissa. Mais ça pourra être une femme qui porte une mini-jupe ou un short et elle pourra être... Mais ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi ça n'a rien à voir? Pourquoi ça n'a rien à voir? Non, je suis désolée. Ce qui nous gêne, c'est quand on vous parle, c'est qu'on est mal à l'aise. Il faut que vous compreniez que nous sommes mal à l'aise. On ne vous voit pas. Mais pourquoi vous êtes mal à l'aise? Quelque part, ça fait peur. Pourquoi vous êtes peur? Je fais rien de mal. Ça impressionne. Oui, ça impressionne, ça fait peur. Nous ne sommes pas à l'aise, c'est clair. Mais qu'est-ce qui s'est poser une question, Mélissa. Vous la portez combien d'heures par jour? Combien d'heures par jour vous la portez? Il me demandait, est-ce que vous dormiez avec tout à l'heure? Combien d'heures par jour vous la portez? Déjà, moi, je ne le porte pas tous les jours. Ah d'accord. Quand vous sortez pas de chez vous, vous la mettez pas? Oui, des fois, je ne le porte pas parce que... Chez vous, vous la portez pas? Même en sortant, des fois, vous la mettez pas? Chez moi, j'ai ma liberté, je mets des jeans, je m'habille, je vis une vie normale. Chez vous, vous pouvez être en jean? Non. Dans quel cas vous portez à l'extérieur? Quand je sors, par exemple, je ne le porte pas quand j'ai des rendez-vous administratifs ou professionnels. Je suis obligée de respecter pour voir mon visage. D'accord. Alors, derrière vous, il y a Rachid Nekaz. Alors, oui, c'est pas cohérent. Alors, on va en parler. On va en reparler parce que juste derrière vous, il y a Rachid Nekaz, qui est un homme d'affaires algérien. Et il s'est engagé à payer toutes les amendes des femmes victimes. Pourquoi? Il trouve que tout cela est une injustice imposée par le port, par le fort aux faibles. Et au total, c'est près de 315 000 € qu'il aurait dépensé pour protéger financièrement ces femmes. On a d'ailleurs une vidéo de Rachid devant le Centre des finances publiques où il explique pourquoi il fait tout ça. On regarde, il est juste derrière vous. Regardez ça. J'ai décidé, depuis cette date, de créer un fonds d'1 million d'euros de défense de la liberté. Et comme je me suis engagé, je paierai toutes les amendes des femmes qui portent librement le niqab dans la rue, et ce, quel que soit l'endroit dans le monde où elles vivent. Cette amende est de 172 €. Donc voici les 2 billets de 100 € que je vais remettre à la trésorerie générale de Versailles, et je vous demande de me suivre. Merci. Alors Rachid Nekaz, vous êtes là, merci d'être avec nous d'ailleurs ce soir, d'avoir accepté de venir. Alors je pense Rachid que autour de la table vous allez vous faire un petit peu bousculer. J'ai l'habitude. Alors vous
pourquoi avoir pris cette décision? Vous l'expliquez là, mais pourquoi avoir fait ça? Alors que, comme on l'a dit ici, c'est surtout pour des raisons sécuritaires. Je vous repose la question comme celle que j'ai posée à Mélissa. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez comprendre qu'on ne peut pas accepter que des femmes portent la burqa. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Voltaire du niqab et que je vous présente ici et qui explique tous mes combats depuis 20 ans pour défendre toutes les formes de liberté. À la fois la liberté de porter le niqab en Europe, mais aussi la liberté de ne pas porter le voile dans les pays musulmans. Et je tiens à signaler par exemple que lors de la Journée internationale de la femme, je me suis rendu à Téhéran, en Iran, le 8 mars dernier, pour faire libérer 29 femmes qui avaient été emprisonnées parce qu'elles avaient ôté leur voile dans la rue. Donc je défends la liberté de porter le niqab ou de ne pas porter le voile dans les sociétés musulmanes. Alors attendez Rachid, il y a Éric Nolot qui réagit. C'est complètement incohérent. Vous ne pouvez pas faire la promotion du niqab et de la burqa ici et dans les pays où c'est imposé aller libérer ces femmes. Je vais vous répondre. Mais c'est complètement incohérent. Il appelle à la révolte. Voltaire n'était pas protestant. Non, il a appelle à la défendu révolte. la dignité de Jean Calas qui avait été tué par le tribunal. Ça n'a rien à voir. Parlement de Toulouse. L'affaire Calas et l'affaire de la burqa. Et c'est exactement ça n'a rien à voir. Alors, non, vous êtes un sophiste. Quelle est la contradiction, vous êtes un cher sophiste. monsieur Nolot? Vous êtes un activiste, vous êtes un fouteur de merde et vous dissimulez ça. On n'a pas le droit de s'inspirer de Voltaire, c'est bien ça. Ah, là, vous avez tous les droits. Pour ce qui me concerne, vous avez tous les droits. Voltaire appartient à tout le monde. Merci et donc à vous. Mais simplement, ce que vous faites, c'est habiller de grands mots une stratégie de pompier pyromane. Parce que vous refusez à un musulman d'être un militant universel des droits de l'homme. Non, un militant de votre sorte, oui, ça me dérange beaucoup. Qu'est-ce qui vous dérange? Votre double discours, quel est le double langage, votre double action. Parce que vous savez très bien qu'en faisant la promotion du niqab et de la burqa en France, suis contre le niqab. Vous envoyez un signe négatif envers toutes les femmes qui essaient de s'en débarrasser. Que les choses soient claires. En Arabie Saoudite. Ma femme ne porte mais les choses soient très claires. Mais oui, justement. Aider les handicapés. Monsieur Nekab et Éric Nolot, Bernard Laporte. Il y a une loi en France. Donc il faut respecter la loi, tout simplement. C'est ce qu'on veut. Ah non, vous la respectez pas. Ah non. Que dit la loi? Mais quelque part. Monsieur le ministre. Vous l'encouragez à l'enfreindre. Je vais payer les amendes à ces dames qui enfreignent la loi. Je suis désolé. Je l'applique la loi. Non, vous n'appliquez pas la loi. Vous d'accord, mais vous dites que c'est pas normal. Monsieur le ministre, vous connaissez les règles du fair play au rugby. La loi dit la chose suivante. Si une femme porte le niqab, elle doit payer une amende. Mon rôle à moi est d'appliquer la loi en payant cette amende-là. Et je tiens à dire que l'ancien Premier ministre avait fait voter un amendement qu'il appelait l'amendement Nekaz et qui m'interdisait nommément de payer les amendes. De payer les amendes. Vous parlez de qui? L'ancien Premier ministre Manuel Valls? Non, c'était Cazeneuve, monsieur Cazeneuve. Au risque d'être emprisonné pendant 6 mois et de payer une amende de 45 000 euros. Ce à quoi j'ai répondu que désormais, je n'allais plus payer les amendes, mais j'allais faire un prêt sans intérêt de 181 euros sur 20 ans. Et c'est ce que j'ai appelé le prêt pour la liberté. Donc, Rachid, la loi qui a été votée... c'est de la provocation. Il veut du buzz et de la provocation. Est-ce que M. Voltaire a fait de la provocation lorsqu'il a défendu Jean Calas? Arrêtez de vous réclamer de Voltaire, ça me fait mal. Vraiment, vous me faites mal. Laissez Voltaire où il est, parce que vraiment... Ah non, mais là, vraiment, vous déméritez de Voltaire. Vous déméritez beaucoup de Voltaire. Ça me fait mal d'entendre Voltaire dans votre bouche. Puis c'est des militants universels des droits de l'homme. Et je ne vous ai pas vu. Mais vous n'en êtes pas un. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec moi défendre les femmes qui ont été emprisonnées en Iran? Parce que je n'ai pas entendu parler d'elles. Parce que je préfère des militants des droits de l'homme et de la femme moins douteux que vous. Et eux, je les accompagne. Mais il fallait venir alors. Mais vous êtes un personnage très douteux, monsieur. Attendez. Non, mais je vous le dis. Vous parlez, moi j'agis. Oui. Je suis sur le terrain. Eh ben, on voit comment vous agissez, malheureusement. C'est Qu'est-ce qui a été au Soudan en 2013? C'est catastrophique. Je suis allé au Soudan défendre la jeune Amira qui risquait d'être flagellée sur la place publique. Et grâce à mon intervention auprès du ministre de l'Intérieur, elle a été libérée, monsieur Nolot. Venez avec moi sur le terrain. Et dans ce cas-là, je vous respecterai. S'il vous plaît, Éric Revel d'abord, qui voulait réagir, après on aura Ramon. Moi, je vais vous dire avec beaucoup de calme, monsieur, ce que je ressens. Je ne vous connais pas. J'ai entendu parler évidemment de ce que vous faisiez. Pour moi, vous êtes un provocateur. Et vous savez ce qu'il y a de grave dans votre positionnement? C'est qu'en France, on a un contexte politique extrêmement fragile, comme vous le savez. On a un contexte politique... Attendez, mais je ne vous parle pas de l'Algérie, je vous parle de la France. Nous sommes en France. Nous avons un contexte extrêmement fragile et extrêmement sensible. Avec ce type de provocation, permettez-moi de vous dire, sans tout à fait respecter la loi, vous attisez ce sentiment de bloc les uns contre les autres. Mais c'est le but. C'est ce que vous faites. Et je vais vous dire, attendez, et je termine. De provoquer, mais attendez, l'ONU, on s'en fout. Attendez, monsieur, je termine simplement en vous disant une chose. Vous avez cité Voltaire tout à l'heure. Il y a un mot à la fin de Candide de Voltaire qui est
indétournable, c'est l'important, c'est de cultiver son jardin. Il a dit aussi cher monsieur, cultivez votre jardin et regardez les sillons que vous êtes en train de tracer, ce qu'ils veulent dire dans un pays fragmenté socialement et politiquement comme le nôtre. Alors Ramous. Pour moi, vous êtes un provocateur et un opportuniste. C'est-à-dire que vous êtes venu ici, juste pour faire la promotion. Cher monsieur. Non, il a été invité, il a répondu à notre invitation. Merci d'ailleurs. Merci d'être là. Il cherche à être invité. Non, mais ici, on est ouvert, on veut discuter, et justement, c'est par le débat et par le dialogue qu'on essaie de faire avancer les choses. Pour faire la promotion de son livre, il est surtout venu, justement, vous faites ça juste en fait, pour aller dans la provocation et pour inciter les gens à être hors la loi. Mais apparemment, vous avez de l'argent à perdre. Apparemment, vous avez de l'argent. Il n'y a pas de souci. Apparemment, vous avez de l'argent à perdre. Moi, j'ai juste une chose à vous demander. Il y a moyen, juste qu'au mieux de payer les frais d'amende, vous payez juste mon brushing parce que j'ai besoin d'une permanence. Vous savez ce que je paye? Merci. Je paye les amendes. Merci, Ramous. Les militants des droits de l'homme en Algérie. Attendez, j'aimerais, parce que là, Karim, je sens qu'il est en train de bouillonner. Non, je ne sais pas que je bouillonne, c'est que je suis tellement en opposition avec la stratégie de Rachid Nekaz qui consiste effectivement à créer plus, j'ai envie de dire, de tensions que d'apaisement dans la société française. Nous avons besoin dans notre pays aujourd'hui d'apaisement. On a besoin de cohésion, on a besoin de partager des valeurs communes au-delà de ce que nous sommes les uns les autres. Qu'on soit juifs, musulmans, athées, catholiques, le sujet il n'est pas là. Le sujet c'est est-ce qu'on est capable de vivre ensemble en partageant des valeurs universelles, les valeurs de la République. La laïcité est une chance pour la France. Liberté de croire ou de ne pas croire. Séparer le politique du religieux. Je veux dire, tout le monde aujourd'hui peut s'épanouir dans notre pays pour peu qu'il respecte les règles. Et là, Rachid Nekaz, il incite au non-respect des règles. Et il incite au non-respect des règles de qui? D'une frange de la population qui est toujours montrée du doigt, malheureusement, et qui l'enfonce plus qu'il ne la relève. Et là, je ne peux pas être d'accord avec ce qu'il fait. Il est totalement à l'opposé de mon idéal de société. Alors, juste, j'aimerais demander à Mélissa, vous, l'initiative de Rachid Nekaz, est-ce qu'il a payé vos amendes, d'ailleurs, vos 7 amendes? Oui, vous avez payé ces 7 amendes. Oui, après quand j'ai commencé à porter le niqab. Je vous entends mal, Mélissa. Oui, après 1 an et demi, j'ai eu mon premier amende. J'ai contacté M. Rachid Nekaz. Vous l'avez contacté. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de son initiative, vous? Heureusement, il y a M. Rachid Nekaz. Donc vous dites, quand vous avez des amendes, heureusement, il y a Rachid Nekaz. Oui. Donc voilà. Donc, c'est la démonstration. C'est la démonstration, c'est un encouragement permanent. J'aimerais la loi, mais c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va payer pour moi. Vous êtes pas mal à l'aise? Non, je suis pas mal. S'il vous plaît. Oui, monsieur Nekaz. Vous savez, après 8 années de combat solitaire, parce que j'étais seul dans le monde à défendre ces femmes dans 8 pays, heureusement que l'ONU, que j'espère que vous respectez, m'a donné raison. On va rappeler aujourd'hui, c'est une non. Alors, vous a pas encore. C'est pas une instance juridique, c'est pas une instance. Alors, on va rappeler ce que c'est, Karim. C'est une commission des droits de l'homme. Exactement. Qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les rapports qu'elle fait. Aucun. Elle a fait un rapport, effectivement, qui manifestait une méconnaissance de la loi, puisqu'elle n'a pas évoqué la sécurité intérieure pour laquelle la loi a été posée et a été faite, et elle n'est venue que sur le terrain religieux. Exactement. Or, je trouve que la Commission des droits de l'homme fait 2 erreurs. Un, elle omet la question de la sécurité qui provient de la souveraineté des peuples, des nations, et on est quand même libre de légiférer comme on l'entend dans notre pays. Et deuxièmement, elle fait un amalgame, la Commission, que je réfutais tout à l'heure. Ça n'est pas un signe religieux musulman. Alors, Karim, justement, j'aimerais me poser la question à M. Nekaz. Vous, qu'est-ce que vous dites quand on vous dit que c'est pour la sécurité? Vous dites quoi? Vous savez, c'est un argument fallacieux. Arrêtez. Je vous explique. Monsieur Hanouna, allez-y, terminez. Je peux répondre, s'il vous plaît. Oui, la circulaire Guéant, que prévoit-elle? Elle prévoit que toutes les femmes qui portent le niqab doivent s'identifier, c'est-à-dire doivent lever le voile pour qu'un agent de police puisse vérifier son identité. Et les femmes qui portent le niqab sont totalement d'accord pour respecter cette circulaire Guéant. Et je ne comprends pas pourquoi il y a une espèce de levée de bouclier. Mais ça, c'est pas Attendez, laissez-le finir. Il y a eu quasiment des émeutes parce qu'on voulait vérifier l'identité des femmes. Monsieur Revel. Et la Cour européenne des droits de l'homme a validé l'interdiction du port. Laissez finir, monsieur Nekaz. Je peux répondre. Qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme? Elle a dit la chose suivante. Elle a accepté de valider l'interdiction du niqab en France et en Belgique à condition que
la peine soit proportionnée au délit. C'est-à-dire, en l'occurrence, le délit, c'est une amende de 172 €, mais elle refuserait de valider cette interdiction si la peine n'était pas proportionnée. Je vous donne un exemple. En Suisse, sachant que j'allais payer les amendes, ils ont prévu dans le canton du Tessin une amende à 9 200 €. Je me suis rendu sur place et j'ai remercié les Suisses d'avoir voté cette loi et je leur ai dit que grâce à vous, j'allais gagner à la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien, figurez-vous que depuis 2016, le canton du Tessin n'a jamais dressé une amende de 9 200 € car il savait que j'allais gagner lors d'un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Là c'est des affaires juridiques, voilà, peut-être que vous avez gagné juridiquement. Oui, mais alors, j'aimerais avoir l'avis de Fathia Boyer, donc je rappelle que c'est la présidente de l'association Ni pute ni soumise en Seine-Maritime, et vous êtes musulmane. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'initiative de M. Nekaz? Je suis contre, et c'est de la provocation totale, mais à 1000%, monsieur. Et d'autant plus que vous vous présentez plus tard, prochainement, dans les élections présidentielles en Algérie, alors je pense que... Eh oui. Alors, ça change tout. Alors ça, c'est une information qu'on n'avait pas. Oui, mais vous savez mieux que moi, monsieur. Monsieur, vous êtes milliardaire ou quelqu'un vous finance? Vous savez, c'est qui me finance? C'est grâce à la France où j'ai pu développer une activité dans les nouvelles technologies et dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir une indépendance financière qui me permet, vous-même. monsieur, oui, se finance lui-même. Qui me permet d'appliquer sur le terrain les principes de liberté, d'égalité et de fraternité que j'ai appris à l'école de la République et à la Sorbonne. Vous savez ce que dit le Coran à tous les musulmans? Respectez la loi et les lois du pays dans lequel vous vivez. Alors, justement, on va merci Karim. Je voudrais qu'on voit, si vous nous rejoignez, on est en direct dans Balance ton poste pour ou contre la burqa, et on est allé en caméra cachée, on a envoyé des personnes en burqa dans la rue, c'était en 2 fois. Regardez, première fois on l'a envoyé dans la rue, regardez ce qui s'est passé. Alors pour l'instant, vous voyez, tout se passe bien, il y a la police qui passe devant, vous voyez, elle n'a pas été arrêtée, et ça se passe en deux temps. Regardez dans un deuxième temps ce qui se passe. Alors, figurez-vous que cette jeune fille donc, a été amenée au commissariat. Donc, on va voir l'amende. On espère que vous la paierez pour nous. Non, mais voilà. Et donc, c'est vrai que cette jeune fille donc, a été transférée au commissariat. Vous voyez, elle s'est très vite fait arrêter. Vous, dès que vous faites, vous ne pouvez pas faire 20 mètres dans la rue. Mélissa. Pardon, j'ai pas entendu. Votre vie est un enfer. Vous ne pouvez pas faire 20 mètres dans la rue. Bah oui, on n'est pas tranquille. Oui, mais donc, parce qu'au début de l'interview, vous me disiez que vous étiez heureuse. Non, je suis heureuse parce que je porte le niqab. Mais je suis embêtée avec les policiers dans la rue. Vous le retirez ? Oui, mais vous vous rendez compte la vie que vous avez ? Oui. Moi, je dis ça, voilà, parce que vous me dites que vous êtes heureuse. Vous vous rendez compte que vous êtes condamné à rester. Mais Cyril, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a des tas de quartiers de Paris où il est hors de question d'arrêter une femme en burqa ou en niqab parce que ce sera une émeute immédiate et que les policiers ne veulent pas la provoquer. Donc je ne sais pas où ça a été pris. C'était une gare où... Oui, c'était à côté, c'était pas loin d'ici. Enfin, oui, il y a des quartiers où ce n'est pas possible. Alors, justement, Mélissa, vous habitez où ? Dans quel quartier ? Vous pouvez nous dire, vous habitez à Paris, vous habitez... Oui, Paris. Paris, d'accord. Oui. Et voilà, et quand vous pouvez sortir de votre quartier, faire les courses, tout ça, ou pas du tout ? Oui, je sors. D'accord. Et ça, généralement, ça se passe bien. Vous n'avez été arrêté que 7 fois. En général, ça se passe bien. Généralement, je suis plus embêtée de... Une question. Ah, d'accord, allez-y. Oui, par les personnes âgées. Ils ont un peu peur. C'est ça. Les personnes âgées. Bernard Laporte. Non, juste une question, Mélissa. J'aimerais savoir, du jour au lendemain où vous avez porté le voile, qu'est-ce qui a fait qu'un matin, vous vous êtes dit, aujourd'hui, je vais le porter ? C'est un choix, j'avais envie. Depuis longtemps, c'est un truc qui vous trottait dans la tête ? Oui. Vous êtes marié ? Non. D'accord. Vous êtes célibataire ? Célibataire et j'ai personne de ma famille qui vit en France. Ah d'accord. Donc vous êtes seul en France ? Oui. D'accord. Votre famille vit où ? En Algérie. D'accord. Oui. Je vais vous poser une dernière question. Très vite. Elissa. Je ne veux pas vous embêter. Ça n'avait pas le temps d'ailleurs. Je ne veux pas vous embêter parce que j'ai le sentiment un coup vous le portez, un coup vous le portez pas. Vous nous dites donc. Karim, simplement, on peut même pas. Non mais simplement. C'est la plus bonne. Est-ce que vous avez pas le sentiment que à la communauté musulmane vous lui faites du mal ?
Oui ou non? Elle fait énormément de mal. Ben non, elle dit non. Pourquoi? Alors non, vous dites non. S'il vous plaît, Mélissa et Fatia. Vous êtes en train de parler comme ça, c'est ça qui me fait de mal. Parce que nous, on demande rien, on demande la paix. On fait rien, on fait pas de mal. On va continuer sur ce débat parce que vous réagissez énormément à ce débat sur la burqa. Et hashtag balance ton poste, bien sûr, c'est ce qu'on me dit dans l'oreille. Merci, merci madame. Mais juste, ce que je voudrais dire, c'est que la France a été le premier à interdire. Mais ensuite, ça a été la Bulgarie, la Belgique, les Pays-Bas ont interdit la burqa. En Suisse, 2 cantons l'interdisent. Et aux États-Unis, pas d'interdiction, puisque selon des propos de Donald Trump en 2015, ce serait même pratique pour les femmes pour ne pas avoir à se maquiller. Regardez. And then I said, oh, well, that makes sense. That's nice. Then I saw women interviewed. They said, we want to wear them. We've worn them for 1,000 years. Why would anybody tell us not to? They want to. What the hell are we getting involved for? In fact, it's easier. You don't have to put up makeup. Look how beautiful everyone looks. Wouldn't it be easier? Wow. Right? Wouldn't that be easy? I'll tell you, if I was a woman, I don't want to. Wow, I'm ready, darling. Let's go. It's true. Alors, ça, c'était un extrait du stand-up de Donald Trump au caveau de la Huchette. Oui, oui. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et donc, pense Mélania. Non, mais c'est fou. On croirait vraiment que c'est un stand-up. Et ce n'est pas des vannes. C'est incroyable. Parce que c'est vrai que tout le monde rigole, d'ailleurs, dans l'Assemblée. Alors, juste, voilà, on va revenir là-dessus, mais c'est vrai que la France a été le premier pays à l'interdire. Rachid Nekaz, si vous nous rejoignez, et voilà, est un homme d'affaires algérien qui, lui, s'est engagé à payer toutes les amendes des victimes. On l'a vu, on a vu cette vidéo où il le dit devant le Centre des finances publiques. On a également une vidéo de Rachid Nekaz qui est en partance pour régler une amende avec Nadine Morano qui essaye de faire barrage. Regardez, ça c'était une image qui avait beaucoup tourné. Regardez. Vous utilisez une faille de cette loi pour inciter à violer la loi française qui interdit de porter le voile intégral. Je ne fais qu'appliquer la loi. Ces personnes reçoivent une amende, je ne fais que les payer à leur place. Absolument. Vous êtes obligé de porter plainte contre eux. Vous déposerez plainte, ça m'est totalement égal. La France, elle est en crise, elle ne veut pas ce genre qui de l'islam. C'est pas violent, Vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas. Alors, oui, Eric. Ce qu'il faut dire, c'est que Mélissa et les autres femmes en burqa, en réalité, sont les victimes de M. Nekaz. On en parlait pendant l'interruption, j'en parlais directement avec l'intéressé. M. Nekaz favorise une double exclusion de ces femmes. Il favorise une première exclusion, l'exclusion du champ public, parce qu'une femme qui se balade en burqa attire l'attention, elle est immédiatement mise à part. Je le vois dans mon quartier où ça arrive de voir des femmes en burqa. Et il favorise leur exclusion aux yeux de la loi. 2 fois, il les met en marge de la société et il appelle ça une tentative d'émancipation de la femme et il fait ça au nom de la liberté. Excusez-moi, c'est complètement incohérent. Monsieur Nekaz est un aventurier idéologique. Je pense qu'il a une seule cause lui tient à cœur, c'est la sienne, de faire sa promotion et de faire parler de lui sur le dos des femmes en burqa. Je trouve ça lamentable. Alors, voilà. On va conclure là-dessus. Je voudrais qu'on revienne aussi sur les propos de Fatia et de Mélissa, mais juste répondez, monsieur Nekaz. Vous savez, la Sorbonne m'a appris à respecter les opinions des uns et des autres. Vous savez, je respecte le Conseil d'État français. C'est la plus haute autorité administrative en France. Il y a 300 spécialistes du droit. Et en 2009 et en 2010, à 2 reprises, le Conseil d'État a émis un avis. Il a dit au gouvernement de M. Sarkozy, oui pour interdire le niqab dans tous les espaces publics fermés, comme les banques, les écoles, les centres commerciaux, les tribunaux, les hôpitaux, mais on ne peut pas interdire le niqab dans la rue, car, dixit, cela ne reposerait pas sur des fondements juridiques solides. Monsieur Nolot, est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Nolot, je ne crois pas que vous êtes plus intelligent que le Conseil d'État français, la plus haute juridiction ça vous embête de me laisser parler, vous avez peur de ce que je veux vous dire. Laissez-le vous répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, en octobre 2018, il est légal ou illégal de se promener en burqa dans la rue en France? Oui ou non? Je ne vous demande pas d'argumenter comme vous venez de le faire. Je réponds. Aujourd'hui, c'est illégal de porter le niqab, mais c'est légal de payer les amendes. Ça me suffit donc. Non, mais monsieur Nekaz, c'est pas légal de payer des amendes. Quand on paye une amende, c'est qu'on est hors la loi. Donc c'est pas possible. Non, le paiement des amendes. Monsieur Hanouna, non, mais je vous le dis. Mais je vous réponds. Allez-y. Je paye les amendes dans 8 pays. Dans 8 pays européens. La France, la Belgique, la Suisse, mais la Hollande, quand on paye une amende, c'est qu'on a commis une infraction. Le Danemark, comment? C'est quand on a commis une infraction quand on paye une amende. Non, donc on est hors la loi. Le paiement de l'amende annule l'infraction.
Voilà, c'est le droit. Alors, ça, vous pouvez pas dire ça. Si, c'est le droit. Ah bah non. Le paiement de l'amende annule l'infraction. Alors, non, mais vous dites des bêtises. Pas du tout. Non, mais non, ça veut dire que... à n'importe quel spécialiste en droit, le paiement d'une amende annule l'infraction. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on paye une amende, on ne peut plus faire de recours, monsieur Hanouna. Éric Revel. Bon, moi, on vient de voir une vidéo, là, où vous êtes, et je ne retire pas le terme que j'ai employé tout à l'heure, dans la provocation absolue. Pardonnez-moi, monsieur, une simple petite question à vous poser. Allez-y. Je vous en posez toujours une, donc voilà. On vous voit sur la vidéo avec un drapeau algérien autour du cou. Vous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez fait fortune, que vous pouviez payer les amendes grâce à ce pays généreux dans l'immobilier qui s'appelle la France. Quel besoin vous avez d'arborer le drapeau algérien autour du cou alors que vous avez en face de vous une représentante politique, nationale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le sujet. Vous êtes en France et vous mettez le drapeau algérien. Pourquoi, monsieur ? Je vais vous répondre, monsieur Revel. C'est très simple. En 2013, j'ai renoncé à ma nationalité française. Aujourd'hui, je suis exclusivement algérien. Madame Morano, après la fortune. Je réponds si vous c'est une question. Madame Morano s'est amusée a critiqué ma citoyenneté algérienne sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a appris que j'allais venir payer une amende dans sa ville, dans son fief, à Toul. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité venir avec mon drapeau algérien qu'elle avait dénigré si injustement. Alors, Karim, non, le débat de ce soir a plusieurs mérites. Un, rappeler qu'il y a une loi dans notre pays qui interdit la burqa. C'est quand même bien de le faire. Ouais. Deux, que ça n'est pas une prescription émanant de la religion musulmane. Je suis désolé, mais les millions de Français qui peuvent ne pas connaître, ne pas comprendre la religion musulmane ont besoin de savoir que ça n'est pas une prescription de la religion musulmane. Et troisièmement, moi je le dis, ceux qui nous regardent, si vous êtes musulman, ne pratiquez pas votre religion en fonction de ce qu'on va vous dire. Pratiquez votre religion en allant chercher le savoir. Il y a des livres. Il y a de la connaissance à acquérir. Quand on pratique une religion, c'est pas lundi je fais ça, mardi je fais autre chose. Et je pense que le problème de la communauté musulmane, c'est cette absence de travail intellectuel, de recherche, de connaissance, d'appréciation du siècle aussi dans lequel on vit. Du siècle dans lequel on vit. Ça, vous pouvez pas dire. Non, mais là, je suis pas d'accord avec vous. Mais là, vous pouvez pas généraliser, Karim. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas de clergé en islam, Cyril. Vous le savez peut-être pas. Non. C'est-à-dire que chacun peut se déterminer imam. Ça représente un vrai problème. Ça représente un vrai problème. Donc, moi je dis, il y a un islam des Lumières. Il y a un islam des Lumières. Cet islam des Lumières, il faut aujourd'hui qu'on aille le chercher aussi dans les livres. Oui, absolument. Dans les écrits. Il existe. Merci. On va clôturer avec Doc Gynéco. Oui. Et comme vous pouvez le voir, il porte la burqa. Hein. Oui, allez-y, en fait, Cyril, oui, et puis vous tous, oui. Parlez bien fort, Doc. Pour les croyants, la justice divine, c'est pas la même que celle des hommes, et quelles que soient les nations où les lois sont appliquées. Pour eux, Dieu, il pardonne et il a des façons de voir les choses différemment. Merci, bah voilà.